Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce webinaire consacré à la sous-traitance. Je vous remercie une fois encore de votre Centre Info. Vous êtes près de 1000 à vous être inscrits à ce jeu très très estival qui prolonge le webinaire que nous avons organisé le 11 juin dernier en étant sur un petit peu différent puisque nous avons utilisé quelque part l'alibi du BPF pour traiter traitance en formation. Si vous pouvez dès à présent télécharger le support de présentation, ce qui vous permettra aussi pour certains d'éviter d'avoir un être un peu flou en raison de ma connexion qui n'est peut-être pas optimum. Et même si ça va un petit peu désarmer, je vais enlever ma caméra de manière à ce que l'écran soit clair. Alors, dans nos webinaires, 45 minutes avec 30 minutes consacrées donc à la présentation et 15 minutes consacrées à vos questions. J'ai déjà vu quelques questions passer dans le chat, n'hésitez pas. Par ailleurs, comme la dernière fois, je vous laisse mes coordonnées courrières. D'entre vous, n'ont pas hésité à m'interpeller sur différentes questions à leur BPF. Et donc là, je vous engage aussi, bien entendu, après ce webinaire, à m'écrire pour que je puisse vous éclairer sur donc la sous-traitance. Donc nous allons traiter en 3 points ce webinaire. D'abord, on va quand même reprendre un peu ce que nous avons vu donc le 11 juin, qui est le traitement de la sous-traitance en formation dans le BPF. Et puis, on rentrera vraiment dans ce qu'est la sous-traitance en formation. Et nous verrons quels sont les points de vigilance relatifs à la sous-traitance. Alors, quel traitement de la sous-traitance dans le BPF, toute nouvelle du BPF donc 2020. Donc, très classiquement, pour ceux des BPF depuis très longtemps, le BPF a une double approche de la sous-traitance, soit l'organisme déclarant à une soit l'organisme de formation a été sous-traitant d'un autre OF ou d'un CFA. Donc là, je refais un petit point sur ce que j'ai ajouté les CFA, que vous poserez, si vous voulez, on excuserait aux OF, on va dire, de droit commun, puisque le CFA, à terme, bref. Concernant les CFA, le BPF 2020, si le CFA est un CFA que nous appelons un CFA historique, c'est-à-dire un CFA qui existait à la date de publication de la loi du 5 septembre 2018, c'est-à-dire un CFA qui existait au 6 septembre 2018. Ce CFA bénéficie d'une période de transition pour entrer dans le champ, pour entrer dans le champ des obligations des organismes de formation. Et donc, il dispose d'un délai qui lui permet de se mettre en conformité avec ses obligations en matière d'organismes de formation jusqu'au 31 décembre 2021, c'est-à-dire qu'au 1er janvier 2022, il faudra qu'il réponde à la totalité des obligations des OF. Donc, pas d'obligation pour ces CFA de remplir en 2020 un BPF. D'autant que certains n'ont pas encore, pour les mêmes règles, les mêmes raisons, demandé de déclaration d'activité. Pas de déclaration d'activité, pas de BPF. La situation est un petit peu différente pour les organismes qui seraient sous-traitants d'un CFA, même si celui-ci est historique. Pourquoi ? Parce que si le CFA historique, donc le CFA qui existait déjà à l'entrée en application de la loi, la publication de la loi du 5 septembre 2018, cette phase transitoire n'a pas été étendue aux sous-traitants de ce CFA. Or, je vous rappelle que depuis le 1er janvier 2019, l'apprentissage est bien entré dans le champ de la formation professionnelle. Donc, si certains d'entre vous, OF,
ayant un numéro de déclaration d'activité ont été sous-traitants d'un CFA en 2019 et que ce CFA est un CFA historique, vous devez, dans les produits et on verra tout à l'heure, vous devrez déclarer aussi dans le bilan pédagogique les sommes et le nombre d'apprentis et le nombre d'heures que ça représente pour cette intervention sur 2019. Donc, je reprends le CFA historique, organisme déclarant, enfin déclarant pas d'obligation de faire de BPF avant 2022. En revanche, si vous avez été sous-traitant même d'un CFA historique qui lui n'est pas tenu à faire cette déclaration, vous êtes tenu en tant que réceptionnaire d'un produit. Hein, vous avez perçu le produit parce que vous avez été sous-traitant de ce CFA et vous avez donc formé les apprentis de ce CFA. Alors, quel est le traitement de la sous-traitance dans le BPF 2020 ? Donc, je vous disais deux traitements distincts que vous connaissez parce que là, il n'y a pas de modification. Soit l'organisme déclarant a eu recours à la sous-traitance, soit il a été lui-même sous-traitant. Notre BPF, il fait 2 pages. Une page pour le bilan financier, c'est la page 1. Une page pour le bilan pédagogique, c'est la page 2. Lorsque l'organisme de formation déclarant a eu recours à la sous-traitance, donc pour l'année 2019, c'est-à-dire lorsqu'il remplit son BPF 2020. Dans le bilan financier, cadre C sur les produits, pas de spécificité, puisque vous avez eu recours à la sous-traitance, mais c'est vous qui avez conventionné, donc pas de particularité, ou c'est vous qui avez rempli le marché public. Dans le cadre D, en revanche, on est toujours sur le bilan financier, on va vous demander bien sûr de déclarer les charges qui se rattachent à votre activité de formation. Donc, c'est à vous de faire ce travail en prenant bien garde de ne mettre sur cette ligne du BPF que ce qui se rapporte à votre activité de formation. Donc, en utilisant éventuellement, si vous avez une autre activité de conseil, d'accompagnement, des clés comptables, de manière à avoir le bon montant. Et on va vous demander dans le BPF d'isoler parmi ces charges qui se rattachent à votre activité de formation, celles qui correspondent au recours à des formateurs extérieurs. C'est la ligne qui s'appelle achat de prestations de formation et honoraires de formation. On est bien sûr, j'ai eu recours en tant qu'OF déclarant à la sous-traitance. Sur la partie bilan pédagogique, on va retrouver la même logique de déclaration du recours à la sous-traitance, mais cette fois dans le cadre E, le nombre de personnes extérieures ayant dispensé des heures de formation dans le cadre de la sous-traitance pour l'OF déclarant. Au cadre F1, F3, F4, et ça c'est la nouveauté du BPF 2020, c'est une des nouveautés, on l'a vu le 11 juin, vous allez déclarer la totalité des actions que vous allez réaliser, que vous les ayez réalisées directement avec votre personnel ou en ayant recours à la sous-traitance. En revanche, nouveauté cette année, on va vous demander d'isoler au cadre F2 l'activité qui a été confiée à un sous-traitant. Donc, contrairement aux années précédentes où on faisait notre contrôle de cohérence en vérifiant que F1, F2, F3, F4 étaient identiques en nombre de stagiaires et en nombre d'heures stagiaires, là, votre F2 ne sera pas identique. Seules seront identiques les lignes totales F1, F3, F4, puisque la F2, j'isole en tant qu'organisme de formation déclarant toute l'activité que j'ai confiée à un sous-traitant. Deuxième traitement classique de la sous-traitance dans un BPF, cette fois c'est l'organisme de formation déclarant qui a été sous-traitant d'un autre OF et je le rappelle d'un CFA, et même si c'est un CFA historique qui lui dans son BPF cette année n'a pas à déclarer les sommes qu'il a perçues ou le nombre de stagiaires, mais qui vous, si vous avez été son sous-traitant, vous devez remplir le cadre C, ligne 10, produit des contrats conclus avec d'autres OF, et dans cet exemple, CFA, et sur le bilan pédagogique, le cadre G, stagiaire dont la formation a été confiée à l'OF déclarant par un autre OF. Donc voilà le traitement de la sous-traitance dans le BPF. Mais encore faut-il comprendre, savoir identifier ce qu'est la sous-traitance en formation. Donc c'est notre deuxième point. Quelles sont les formes de la sous-traitance en formation? Alors, bien entendu, en fin de compte, se poser la question de la sous-traitance en formation, c'est essentiellement se poser la question de qui sont mes formateurs?
quels sont les formateurs auxquels je fais appel et quels sont leurs statuts. Donc, classiquement, on oppose le personnel formateur appartenant à l'organisme de formation et le personnel formateur n'appartenant pas à l'organisme de formation. Sont considérés comme personnel appartenant à l'organisme de formation, bien évidemment, la totalité de vos salariés. Qu'il s'agisse de salariés en CDI, en CDD, si vous êtes dans le champ de la convention collective nationale des organismes de formation, par exemple, vous aurez aussi la possibilité de recourir à des CDD d'usage. D'autres conventions collectives l'autorisent aussi, bien évidemment. À ce titre, quand vous avez un salarié qui est en CDD ou en CDD d'usage, vous pourrez aussi appliquer à ce salarié un statut, alors qui n'est pas un statut contractuel, qui est plutôt un statut lié aux cotisations sociales, qui permettent de cotiser effectivement à l'intérieur de règles forfaitaires, qui est donc le statut de formateur occasionnel. Petite précision, évitez d'appeler, généralement on donne des intitulés à nos contrats de travail, évitez d'appeler un contrat de travail formateur occasionnel, puisque cette appellation recouvre, je vous disais, non pas un statut contractuel, mais plutôt un statut qui concerne les cotisations sociales. Et il faut bien évidemment, pour pouvoir avoir ce statut, que votre formateur n'intervienne pas plus de 30 jours par année civile. Est aussi considéré comme personnel appartenant à l'organisme de formation le bénévole de l'OF. Alors attention, un bénévole, c'est forcément quelqu'un qui ne touche pas de rémunération et qui, pour qu'il appartienne à l'organisme de formation, doit avoir la particularité d'être un organisme de formation du secteur non marchand, c'est-à-dire des structures de type association, fondation, SCOP, syndicats, par exemple, hein, ou fédérations patronales, peuvent effectivement avoir recours à des bénévoles pour former. Et dans ce cas, on considère que ce bénévole, c'est un formateur qui appartient à l'organisme de formation. Et enfin, vous avez le dirigeant de l'organisme lui-même, qui est bien entendu considéré pour ces déclarations comme étant personnel appartenant à l'OF, le gérant, l'associé de l'OF, ayant le statut de non-salarié, ce sont des personnes que vous allez mettre, que vous allez considérer pour le BPF comme appartenant à l'OF. Ça signifie, je vous l'ai mis dans la diapo, qu'il faudra que toutes ces personnes soient gérées au cadre E, on est nos bilans pédagogiques en ligne 1, donc c'est le nombre de personnes qu'on va vous demander, nombre de personnes de l'organisme de formation déclarant, de l'OF déclarant, pardon, dispensant des heures de formation. Les personnels qui n'appartiennent pas à l'OF, vous en avez de deux types. Vous avez tout d'abord le personnel mis à disposition. Donc le personnel mis à disposition, on va le retrouver dans deux cas. On va le retrouver peut-être dans les organismes, peut-être plus facilement dans les organismes de formation qui appartiennent à une entreprise ou à un groupe. Et effectivement, il y a des dispositifs de mise à disposition entre les filiales du groupe, c'est-à-dire les filiales mettent à disposition un formateur pour l'organisme de formation du groupe. Donc cette mise à disposition est une mise à disposition à titre gratuit qui répond aux définitions, au cadre, en tous les cas, légal de la loi Cherpion. Et puis, plus récemment, se développe le portage salarial en formation. Effectivement, le portage salarial permet aussi de former en ayant donc le bénéfice d'un personnel expert. Donc, qu'il s'agisse d'un salarié qui a été mis à disposition de l'OF ou d'un salarié porté, vous êtes là dans une particularité. Pourtant, dans la diapo, vous voyez que le personnel n'appartient pas à l'OF, mais pour le BPF, j'insiste, pour le BPF, ces personnes sont traitées comme si elles appartenaient à l'organisme de formation. Je vous renvoie d'ailleurs à la notice du BPF qui l'explique très bien. Donc, elles vont aussi être traitées cadre ligne 1, personne de l'OF déclarant, dispensant des heures de formation. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la dernière catégorie, c'est la sous-traitance, soit parce que on fait appel au personnel d'une autre personne morale, donc d'un autre OF, personne morale, soit parce qu'on fait appel à un entrepreneur individuel qui peut avoir différents statuts, hein, ça peut être un avocat, un expert comptable, un auto-entrepreneur. Donc ces personnes vont émerger au cadre ligne 2, personne extérieure à l'OF déclarant, dispensant des heures de formation dans le cadre, une petite faute d'orthographe, de contrat de sous-traitance.
Alors, le contrat de sous-traitance, n'ayez pas peur non plus du mot. Alors, c'est vrai que sous-traitance, on pense plus facilement à BTP qu'à formation. C'est une appellation. Le contrat, en fin de compte, en droit, ça s'appelle un contrat d'entreprise. Vous pouvez lui donner l'intitulé que vous voulez. J'ai tout vu, contrat d'intervention, contrat de mission, contrat de prestation de service. Peu importe, tout cela est de la sous-traitance au sens où on est dans une relation de type triangulaire. Le client avec lequel l'organisme de formation déclarant a conventionné, c'est donc quelque part le maître d'œuvre ou le maître d'ouvrage. L'organisme de formation qui va déclarer son BPF va conclure ensuite un contrat d'entreprise avec un sous-traitant. Et ce sous-traitant sera soit une personne physique, soit une personne morale. On a donc deux relations contractuelles distinctes, celle de l'OF avec l'entreprise cliente, ou j'aurais pu vous le mettre aussi une personne physique, hein, et dans ce cas, ce ne serait pas une convention de formation, mais un contrat de formation professionnelle. Et puis, l'organisme de formation fait appel à un tiers, qui peut être une personne morale ou une personne physique. La particularité lorsque c'est une personne morale, c'est que le salarié du personnel de cette personne morale n'a pas de lien contractuel, bien entendu, avec l'entreprise cliente. Alors, petit zoom sur la sous-traitance dans le cadre de l'apprentissage. Il n'y a pas de réglementation spécifique de la sous-traitance en matière de formation, on va dire, de droit commun, classique, c'est-à-dire les actions de formation, les actions de bilan de compétences et les actions de VAE. En revanche, il y a un cadre législatif et réglementaire pour la sous-traitance dans le cadre de l'apprentissage. Donc, lorsqu'un CFA souhaite faire appel à de la sous-traitance, il a à sa disposition deux types de conventions qui sont réglementées par la loi et par le décret du 7 novembre 2019. Soit ce conventionnement porte création d'une UFA, une unité de formation par apprentissage, généralement au sein d'un établissement d'enseignement. Ça peut être un lycée, ça peut être une université. La particularité de cette convention, c'est qu'elle emporte transfert de la responsabilité pédagogique des formations vers l'établissement d'enseignement. Le CFA, lui, conserve la responsabilité administrative. Deuxième type de conventionnement possible, les conventionnements avec, une fois de plus, un établissement d'enseignement, mais aussi avec un organisme de formation, et la grande nouveauté de la réglementation de la réforme, avec une entreprise. Donc, l'objet de cette convention, c'est d'assurer tout ou partie des enseignements à la place du CFA et ou de mettre à disposition des équipements pédagogiques ou d'hébergement. Dans ce deuxième type de conventionnement, le CFA conserve la responsabilité pédagogique et administrative des enseignements dispensés. Alors, quels sont les points de vigilance de la sous-traitance en formation? Alors, il y a deux points de vigilance distincts. Il y a les points de vigilance qui sont directement liés au champ de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Et puis, on verra qu'il y a des obligations particulières, spécifiques, qui, elles, sont liées à la nature même du contrat de sous-traitance. Commençons par les impacts de la réglementation de la formation professionnelle et de l'apprentissage sur la sous-traitance. Alors, tout d'abord, parce que j'ai eu pas mal, suite au webinaire du 11 juin, j'ai eu pas mal de questions sur ça, il y a la déclaration d'activité. Essayons de faire un peu le point sur sous-traitance et déclaration d'activité. Le Code du travail précise que toute personne qui réalise des prestations de formation professionnelle continue dépose auprès de l'autorité administrative, donc la directe, une déclaration d'activité dès la conclusion de la première convention de formation ou du premier achat de formation avec un particulier, donc du premier contrat de formation professionnelle. Cette règle peut faire l'objet d'interprétations. Il n'empêche que administrativement, si on regarde la position de la circulaire de la DGFP de 2011, ainsi que si vous regardez un petit peu l'esprit de la loi qui a mis en place la déclaration d'activité, il est bien clair que là, on est face à une entrée sur un marché particulier, puisque une grande partie des financements seront de nature fiscale ou effectivement publique. Donc,
La déclaration d'activité permet de ne pas bloquer l'accès au marché, mais de déclencher derrière la possibilité de contrôle avec des obligations spécifiques. Donc, vous voyez que l'expression du législateur est quand même très claire, c'est toute personne qui réalise, peu importe qu'elle le réalise en son nom ou pour le compte d'un tiers. Donc, classiquement, l'administration précise que le sous-traitant doit lui aussi avoir sa déclaration d'activité. Donc, lorsqu'en tant qu'organisme de formation, vous faites appel à un sous-traitant, que ce soit une personne morale ou une personne physique, il est bon de lui rappeler que comme il va réaliser, ce sous-traitant, des actions de formation professionnelle, il lui faut être titulaire d'une déclaration d'activité. Il faut qu'il ait fait sa demande de déclaration d'activité. Je vous rassure néanmoins sur un point, vous n'êtes pas responsable du fait que cette déclaration n'ait pas été faite. Je pense qu'il est important que vous rappeliez la règle à certains de vos sous-traitants qui pourraient l'ignorer. Il n'empêche que vous n'êtes pas responsable, c'est la responsabilité du sous-traitant de vérifier qu'il a fait sa déclaration d'activité. Donc voilà, le sous-traitant doit avoir sa déclaration d'activité. Ceci dit, il y a une exception. Cette exception, eh bien, elle est liée à l'entrée de l'apprentissage dans le champ de la formation professionnelle, puisque dans le question-réponse mis en ligne en juin 2019 par le ministère du Travail, il est précisé que lorsque le CFA conventionne, notamment avec un établissement public local d'enseignement ou une université ou une entreprise, pour que soit assuré en tout ou partie à sa place les enseignements, cette contractualisation, celle que je vous ai montrée tout à l'heure, mes fameux conventionnements, n'entraîne pas d'obligation pour le contractant du CFA à procéder à une déclaration d'activité. Retenons que le principe, c'est que nos sous-traitants d'actions de formation, bilan de compétences, VAE, doivent être déclarés. L'organisme de formation qui fait appel à ce sous-traitant peut rappeler ce dernier à ses obligations, mais je vous rassure, ce sont les siennes. Vous n'êtes pas tenu par l'absence de déclaration d'activité de sous-traitant. Et si vous êtes le sous-traitant d'un CFA et que vous êtes un lycée professionnel, une université, vous n'avez pas à avoir de déclaration d'activité pour conventionner avec le CFA. Autre règle propre au champ de la formation professionnelle importante, c'est celle des titres et qualités des personnels d'enseignement. Je vous rappelle, ça c'est une règle ancienne, l'obligation pour l'organisme de formation de justifier, notamment en cas de contrôle de la directe, des titres et qualités des personnels d'enseignement. Et comme vous le voyez là aussi, le législateur ne distingue pas la qualité contractuelle, c'est-à-dire salarié ou sous-traitant du personnel d'enseignement. Il est absolument essentiel, et je n'ai même pas encore parlé de Calliope, que vous puissiez justifier des titres et qualités des personnes qui dispensent, qui réalisent les actions de formation pour votre compte, même si ce sont des sous-traitants. Un petit zoom, une fois encore, sur l'apprentissage. En matière d'apprentissage concernant les enseignements, il existe en France un contrôle pédagogique spécifique de l'apprentissage. Ce contrôle est mis en œuvre par chaque organisme certificateur d'un titre ou d'un diplôme qui donc peut être préparé par la voie de l'apprentissage. Et je tiens à vous montrer en exemple le cas du ministère de l'Éducation nationale qui a rappelé récemment dans une circulaire que la mission de contrôle pour la préparation des titres et diplômes de l'Éducation nationale par la voie de l'apprentissage pouvait aussi englober la vérification des compétences des formateurs des CFA. Et là, vous constatez aussi que l'expression, ce sont les formateurs, peu importe que ces derniers soient salariés ou sous-traitants. Il est donc extrêmement important quand on combine ces deux textes, que ce soit de la formation classique ou de l'apprentissage, de pouvoir vous assurer, de pouvoir justifier des titres et qualités et des compétences en matière de tout autant d'expertise que de formation de formateurs de vos sous-traitants. Alors justement, ça nous amène à Calliope. On ne va pas tout balayer parce que vous connaissez les 7 critères et les 32 maximum indicateurs. Sachez que, comme vous le savez, Calliope, son nom l'indique, c'est processus certifié, c'est-à-dire c'est une certification de processus. Et il vous revient d'identifier dans vos processus
tous les moments où vous impliquez directement ou indirectement le formateur, qu'il soit sous-traitant ou pas. Donc, je vous ai pris quelques exemples. Vous reconnaissez dans cette diapo le guide méthodologique qui reprend en fin de compte chacun des indicateurs pour les critères. Donc, c'est le critère 4, adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement aux prestations mises en œuvre. Et là, on voit bien que le guide fait la distinction entre les intervenants internes et les intervenants externes, précisant même que tous les sous-traitants intervenant dans le cadre d'un contrat de prestation de service sont concernés par cet indicateur. De la même manière, le critère 5, qualification et développement des connaissances et compétences des personnels chargés de mettre en œuvre les prestations. Pour le l'indicateur 21, prestataire détermine, mobilise, évalue les compétences des différents intervenants internes et ou externes. On nous précise bien dans le guide que ces indicateurs concernent également les sous-traitants du prestataire. Donc, j'ai dû aller aussi sur le critère 6, inscription et investissement du prestataire dans l'environnement professionnel. L'indicateur 27, lorsque le prestataire fait appel à la sous-traitance ou au portage, il s'assure du respect de la conformité au présent référentiel. Pas très différent du principe que nous avions avec si vous me permettez, le data dockage, puisque de toute manière, l'administration a toujours considéré qu'il fallait que l'organisme de formation s'assure, non pas que le sous-traitant était lui-même Calliope ou Datadoc, mais qu'il respecte les critères. Donc, on retrouve cette logique dans le critère 6, indicateur 27. Donc, en fait, sous-traitant et Calliope, votre question, systématiquement, c'est quels sont mes processus que je fais certifier par Calliope, c'est mon processus de recrutement, par exemple, de comment je choisis un formateur, même si c'est un sous-traitant, comment est-ce que je conçois une formation, comment j'évalue. À partir du moment où dans votre processus, il y a le formateur, que celui-ci soit interne ou externe, il va vous falloir introduire la question de la sous-traitance. Alors, ça, c'était les risques, on va dire, les risques, les points de vigilance, je n'ai pas envie de vous faire peur, les points de vigilance sous-traitance liés au champ de la formation professionnelle. Maintenant, la sous-traitance en elle-même, je vous disais que c'était un contrat, ce qu'on appelle un contrat d'entreprise. C'est une modalité de prestation de service particulière qui peut exposer à des risques spécifiques qui sont propres à la sous-traitance et non pas liés à la formation professionnelle. Donc, ces risques sont en fait deux types. Ne pas utiliser ou ne pas respecter les règles de la sous-traitance. Et risque majeur puisque, grosso modo, ce non-respect des règles de la sous-traitance va recouvrir des infractions pénales. Ce sont des délits, donc avec peine de prison, enfin de peine privative de liberté et des amendes qui sont par exemple le prêt illicite de main-d'œuvre ou le travail dissimulé. Et même si vous respectez les règles de la sous-traitance, parfois on peut agir avec son sous-traitant, mais pas comme un donneur d'ordre, mais comme un employeur. Et là, bien évidemment, c'est le risque de requalification du contrat en contrat de travail. Donc, voyons le premier. Donc, la première difficulté quand on conclut un contrat de sous-traitance, c'est de bien s'inscrire dans un contrat d'entreprise. Il faut absolument ne pas... le risque majeur, en fait, c'est de se conduire... c'est le marchandage illicite, si vous voulez. C'est d'être dans un contrat où, au lieu de faire appel à de la sous-traitance, on est face à une opération à but lucratif qui aurait pour objet exclusif le prêt de main-d'œuvre. Et ce type d'opération est illicite si elle ne s'inscrit pas, par exemple, dans le travail temporaire. Là, ce n'est pas le cas. Donc, il faut absolument vérifier que l'on n'est pas simplement face, en cas de sous-traitance, à du prêt de main-d'œuvre illicite. Donc, comment le faire? Bien, il va y avoir un certain nombre de critères qui pourront vous guider pour vérifier que vous n'avez pas effectivement commis cette erreur. Normalement, quand on fait appel à de la sous-traitance, on doit déjà regarder si cet appel à la sous-traitance est justifié. Et pour qu'il soit justifié, il peut être justifié parce que on est face à ce qu'on appelle de la sous-traitance de capacité, c'est-à-dire que j'ai du personnel en interne, mais ils sont déjà tous occupés, j'ai besoin de renfort. Ou bien une sous-traitance de spécialité.
je suis un organisme de formation en langue anglaise et j'ai une demande pour du chinois. Je n'ai pas de formateurs en interne qui connaissent le chinois, donc je fais appel à de la sous-traitance. Donc, un savoir-faire distinct de celui de l'OF, un savoir-faire renfort de l'OF permettent de dire oui, je suis bien, j'ai bien une relation qui est une relation de sous-traitance. En revanche, si tous mes formateurs en anglais sont effectivement, enfin, si vous n'êtes pas dans la spécialité, parce que vous n'êtes pas le technicien en interne, ou que vous n'êtes pas dans le renfort, vous risquez tout simplement d'être face à du prêt de main-d'œuvre illicite. Il faut que la prestation exécutée soit clairement définie. Plus la mission sera bien fixée, moins vous risquerez la caractérisation du prêt de main-d'œuvre illicite. Si en revanche, dans le contrat, ce qu'on constate, c'est que vous vouliez uniquement l'intervention d'un salarié, de la personne morale avec laquelle vous avez sous-traité, effectivement, c'est du prêt de main-d'œuvre illicite. Si le prestataire extérieur est une personne morale, il faudra aussi bien vérifier, bien s'assurer que le sous-traitant garde le lien de subordination sur les salariés qu'il met à votre disposition dans le cadre de la sous-traitance. Si ce n'est pas le cas, alors il pourrait y avoir effectivement caractérisation du prêt de main-d'œuvre illicite. Et enfin, un autre indice, il y en a d'autres, mais un autre indice, c'est celui du mode de rémunération. Le mode de rémunération d'un sous-traitant ne peut pas être un coût horaire. Vous êtes face là à un indice clair de prêt de main-d'œuvre illicite. Il faut que la prestation soit une rémunération globale et forfaitaire. Alors, classiquement, dans le monde de la formation, ce qu'on a, c'est des forfaits jours, mais on peut imaginer d'autres types de forfaits. Ce que vous devez absolument bannir, c'est les rémunérations de sous-traitants au taux horaire. En tout cas, ce sont des indices possible de requalification de prêt de main-d'œuvre illicite. Le prêt de main-d'œuvre illicite, c'est un délit, c'est donc 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. 3 questions à se poser. La personne morale a-t-elle déclaré son existence? C'est quand vous faites appel à une personne morale, donc ce soit parce que c'est une société ou une association, donc elle est déclarée au greffe des associations. Une autre spécificité des sous-traitants, comme vous le savez peut-être, il faut qu'elle soit à jour de ses déclarations sociales et fiscales. Donc là, ce n'est pas le risque de marchandage illicite, c'est le risque de solidarité au paiement des dettes fiscales ou le risque aussi de travail dissimulé. Donc, pour éviter le travail dissimulé, moi, organisme de formation qui fait appel à un sous-traitant, je dois vérifier tous les 6 mois, je dois demander l'obligation, ce qu'on appelle l'obligation de vigilance, donc il y a une attestation de vigilance qui est délivrée par les organismes de protection sociale, l'URSSAF par exemple, la MSA, et je dois aussi demander une attestation sur l'honneur, comme quoi mon sous-traitant respecte les règles du Code du travail vis-à-vis de ses salariés, s'il les met à ma disposition, déclaration d'embauche, réglementation sur les durées maximales de travail, sur le cumul d'emplois. Donc ça, c'est une attestation. L'attestation, vous connaissez sans doute, c'est l'attestation dite de vigilance. L'attestation de vigilance, elle est délivrée par l'URSSAF notamment, mais aussi par la MSA. Elle doit être demandée tous les 6 mois. Donc, l'idéal, bien sûr, c'est que vous l'ayez entre les mains avant la conclusion du contrat de sous-traitance. Puis, si le contrat dure 1 an, eh bien, il va falloir renouveler la demande auprès du sous-traitant. Et elle est obligatoire pour toute prestation supérieure ou égale à 5 000 € hors taxe. Une fois que vous avez cette attestation de vigilance, vous devez en vérifier la validité et l'authenticité. Il ne suffit pas de l'avoir entre les mains. Alors là, je reviens aussi, du coup, vous pouvez, hop, attendez, voilà, n'hésitez pas à demander un extrait de cabis, une carte au répertoire des métiers, enfin tout ce qui permet de prouver que la personne morale a bien déclaré son existence. Et la dernière chose, c'est l'attestation sur l'honneur, comme quoi le respect des dispositions relatives au Code du travail concernant les salariés que pourrait vous envoyer l'organisme de formation. Alors, le dernier risque important, c'est le risque de requalification. Donc, c'est quelque chose qui est très médiatisé. Alors, cette année, il a été peut-être plus que les années précédentes, puisqu'il y a eu une affaire qui a été quand même pas mal discutée au-delà des sphères juridiques, on va dire, puisque c'est le cas Uber, qui, vous allez me dire, quel est le rapport avec la formation professionnelle? Bien sûr, il y en a un. C'est que ce n'est pas parce que votre sous-traitant
a une déclaration, une immatriculation ou une inscription dans un registre qu'il ne peut pas être salarié. Donc la jurisprudence a toujours défendu en France que ce qui fait ce qui permet de dire qu'il existe un contrat de travail, c'est l'exécution des conditions de travail. Donc, même s'il existe une présomption simple de non-salariat liée à l'immatriculation à un registre ou à une inscription effectivement à un registre, cette présomption tombe si le pseudo-travailleur indépendant, peut-être nous dans notre secteur plutôt les auto-entrepreneurs, peuvent démontrer qu'en fait, ils ont travaillé dans le cadre d'un lien de subordination avec le donneur d'ordre, donc ici l'organisme de formation. Donc c'était le cas dans l'affaire Uber, hein, puisque les chauffeurs de taxi ont pu, enfin les chauffeurs d'Uber, pardon, ont pu démontrer que, dans la réalité des conditions de travail, l'accès à la plateforme en fait agissait comme un employeur. En effet, ils ne pouvaient pas se constituer leur propre clientèle, ils ne fixaient pas librement leurs tarifs et ça fait partie des éléments qui permettent de dire qu'effectivement, il y a un lien de subordination. Donc le lien de subordination, il s'exprime par 3 pouvoirs. Même si le contrat que vous avez signé avec l'auto-entrepreneur s'appelle contrat de prestation de service. Et même, parce que ça je le vois parfois, si vous avez tenté dans ce contrat d'écrire, hein, il y a une petite clause qui dit le présent contrat n'est pas un contrat de travail. Retenez que les juges ne s'arrêtent pas à l'intitulé donné par les parties à leur relation contractuelle. Eux, ils regardent ce qui s'est fait sur le terrain. Et si sur le terrain, votre auto-entrepreneur sous-traitant, vous lui avez donné des instructions, ce qu'on appelle le pouvoir de donner des instructions, le pouvoir de direction. Vous avez contrôlé l'exécution de la prestation et vous avez sanctionné les manquements. Ce sont les 3 grands pouvoirs d'un employeur, un pouvoir de direction, donner des instructions, des directives, le pouvoir de contrôle, et quand j'ai contrôlé, je peux sanctionner, eh bien, je me conduis comme un employeur. Alors, c'est compliqué dans le monde de la formation parce que très souvent, effectivement, l'organisme de formation, c'est lui qui a la maîtrise du groupe, c'est lui qui va dire au sous-traitant, bien la formation, c'est lundi de 9 à 17 heures. Donc, effectivement, le sous-traitant semble très peu libre et du coup très soumis au pouvoir du donneur d'ordre. Alors, sachant qu'à partir du moment où le donneur d'ordre lui-même est tenu un client qui lui a dit que la formation c'était le lundi de 9h à 17h, il n'y a pas de souci. Ça ne présume pas du pouvoir de direction. En revanche, il y a des éléments qui permettent de donner des indices. C'est comme ça qu'en jurisprudence, on appelle cette situation. Il suffit que ce faisceau d'indices soit concordant pour qu'il y ait effectivement requalification du contrat de sous-traitance en contrat de travail. Donc, ça peut être parce que bien c'était un ancien salarié, le salarié a démissionné, créé son entreprise, il continue à l'utiliser. Bon, l'existence d'une relation salariale antérieure est un indice. L'autre indice, évidemment, c'est que vous soyez le seul client de ce sous-traitant. Donc, il n'y a pas de chiffre. Parfois, les OF me disent, bah, c'est quoi, 40, 50, 70%. Il n'y a pas de chiffre puisque ce sont des indices. Il faut qu'ils soient concordants. Et c'est vrai que dès que vous dépassez les 50% de chiffre d'affaires sur un sous-traitant, il devient économiquement extrêmement subordonné. Une facturation au nombre d'heures, comme on l'a dit tout à l'heure aussi. Là aussi, il faut vraiment être dans une facturation globale et forfaitaire. Intégrer le sous-traitant à votre équipe de travail salarié, par exemple, lui proposer un courriel, une boîte à lettres, un ordinateur. Donc, il ne faut pas lui fournir les moyens, lui mettre à disposition du matériel. Il faut qu'il ait une liberté dans l'organisation de la session, dans les choix et la méthode des outils pédagogiques, de manière à éviter éventuellement cette requalification. Je vous ai mis 2 exemples qui avaient fait un peu de bruit et qui concernaient un organisme de formation. Donc en 2016, vous allez vite comprendre quels sont les éléments à éviter. Profitant, entre guillemets, de la création du statut de micro-entrepreneur à l'époque, un gros organisme de formation passe 80% de ses formateurs,
salarié en auto-entrepreneur. Donc déjà, vous voyez, là, on avait le premier indice, c'était l'existence préalable d'une relation de travail salarié. Ces auto-entrepreneurs, enfin micro-entrepreneurs à l'époque, avaient signé un contrat où il y avait une clause de non-concurrence. Ils avaient aussi une espèce de mandat où en fait la totalité des formalités administratives étaient effectuées par l'organisme de formation. Tous ces éléments, bien évidemment, ont permis la requalification en contrat de travail. Vous noterez, et ça c'est intéressant, que ce ne sont pas les salariés qui ont agi en justice, c'est l'URSSAF. L'URSSAF a un intérêt à la requalification d'un contrat de prestation de service ou de sous-traitance en contrat de travail, puisqu'évidemment, ça lui permet de récupérer des cotisations qui n'ont pas été versées. Comme il est 15h09, je vous propose de répondre à quelques questions que mon collègue aura mis de côté. Ah, excusez-moi, oui, alors déjà, premier point, qu'est-ce que le BPF? Alors, c'est bilan pédagogique et financier. Excusez-moi, les acronymes en droit de la formation, c'est terrifiant. Alors, peut-on rappeler la définition de sous-traitant? C'est intéressant, parce qu'il n'y a pas de définition légale, en fait. Vous avez enfin, il n'y a pas de définition légale. Il y a une définition qui correspond à un texte un peu ancien qui est la loi de 75, qui nous dit que c'est l'opération par laquelle un entrepreneur confié par un sous-traité et sous sa responsabilité à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie d'un contrat d'entreprise. Donc on est dans la logique de la prestation de service, sachant que la plupart du temps, la sous-traitance s'explique par une relation par l'existence de trois parties. Le maître d'ouvrage, qui chez nous serait le client de l'OF, le donneur d'ordre, l'OF, et le sous-traitant. Donc, ça vous donne un petit peu voilà, une idée de ce qu'est la sous-traitance. Alors, où classer les J'ai une question. Lorsqu'un formateur indépendant n'a pas de déclaration d'activité, est-il considéré comme un sous-traitant? Oui, oui. Alors, c'est pas l'absence de déclaration d'activité qui fait le sous-traitant, c'est le fait que ce ne soit pas du personnel de l'OF qui, par défaut, en fait un sous-traitant. Donc, soit parce que vous avez fait appel à une personne morale autre, soit parce que vous avez fait appel à un entrepreneur, donc un entrepreneur qui peut être une profession libérale ou qui peut être effectivement un auto-entrepreneur. Ce qui est important, c'est que en tant qu'OF, utilisateur d'un sous-traitant, vous n'êtes pas responsable de l'absence de la déclaration d'activité. Vous devez en revanche peut-être rappeler à cet indépendant qu'il doit, s'il veut continuer à faire de la formation, avoir sa déclaration d'activité. Ce qui pour lui a des conséquences derrière. Ça veut dire qu'il faut qu'il fasse un BPF, qu'il y ait un règlement intérieur, qu'il remplisse toutes les obligations des OF. Alors, il me reste 4 minutes. Donc là, j'ai une personne qui me demande si les formateurs indépendants qui interviennent dans le cadre de la sous-traitance doivent avoir un numéro de DA auprès de la directe. Oui, mais je répète, ça c'est oui. En revanche, l'OF n'est pas dans l'obligation, n'est pas en faute, si vous voulez, si vous êtes un OF qui a fait appel à un indépendant qui n'a pas sa DA, pas sa déclaration d'activité, vous n'êtes pas responsable. Moi, je vous conseille d'aller vers eux pour leur rappeler la règle, les rappeler à leurs obligations, mais vous n'êtes pas responsable. Alors, dans le cas d'un CFA, hors les murs pour une université, qui est le sous-traitant de l'autre? Si vous êtes sous-traitant d'une université, en principe, l'université garde la maîtrise. Après, ça dépend qui a fait la demande. Mais si l'université est le CFA historique et qu'elle n'a pas, ce qui me paraîtrait très curieux, mais bon, qu'elle n'a pas le matériel, elle n'a pas les enseignants et qu'elle vient vers vous pour sous-traiter, donc dans mon exemple, c'est l'université qui est le CFA, et qui à terme va devoir avoir sa déclaration d'activité, qui fera son BPF en tant qu'OF déclarant, et qui vient faire vous pour conventionner uniquement pour bien l'hébergement des apprentis et l'utilisation de matériel pédagogique et les enseignants. Dans ce cas, vous n'êtes que le sous-traitant.
Et le CFA qui doit faire son BPF en tant qu'OF déclarant, c'est l'université. Parfois, c'est le contraire. Ça peut être un CFA qui est pas une université et qui conventionne avec une université pour effectivement bénéficier de ses enseignants et bénéficier de son matériel. C'est souvent ce qu'on appelle le CFA hors mur, c'est-à-dire que le CFA, c'est une adresse, il n'a pas de locaux, il n'a pas de matériel, il n'a pas de salle de formation, et il fait appel à l'université, dans votre exemple, parce que l'université les a, ces matériels, les a ces salles, les a ces locaux. Du coup, vous êtes bien le CFA hors mur, vous avez la responsabilité administrative et financière de l'apprentissage. Comme l'université est un établissement d'enseignement, eh bien, elle a la responsabilité pédagogique. Conclusion, l'université n'a pas à faire de BPF pour ses prestations, puisque c'est vous, CFA, qui portez, bien entendu, l'apprentissage. J'essaye de trouver... pour prouver le statut bénévole, que faut-il? Comment formaliser son engagement en tant que formateur? Déjà, il faut que vous ayez le statut qui vous permet d'avoir recours à des bénévoles. Donc, associations, fondations, SCOP, syndicats, fédérations patronales, enfin, toutes les structures qui émargent au secteur dit non marchand. Il faut ensuite que vos statuts, tout simplement, c'est les statuts de la SOS par exemple, les statuts de la fédération, du syndicat, qui vont régler la question. C'est comme ça qu'on prouve le statut de bénévole, parce que parfois il faut adhérer, parfois il faut verser une cotisation. Donc c'est difficile de vous répondre dans l'absolu. Il faut travailler en amont le statut de bénévole, et généralement ça se travaille grâce au statut. J'essaie de prendre une autre question. Qu'encourt un formateur sous-traitant s'il n'a pas de numéro de déclaration d'activité? La difficulté, c'est que ça s'appelle faire de la formation alors qu'on n'a pas le droit d'en faire. En France, pour pouvoir dispenser de la formation professionnelle, il faut avoir un numéro de déclaration d'activité. Donc, il y a effectivement des sanctions pénales possibles. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut essayer de sensibiliser vos sous-traitants, formateurs non déclarés à cette obligation pour eux d'avoir ce numéro de déclaration d'activité, sachant que vous n'avez pas de responsabilité. C'est bien le formateur non déclaré sous-traitant qui risque effectivement des sanctions. Comment j'arrive ? Ah, un sous-traitant qui ne veut pas de contrat de travail. Oui, mais dans ce cas, c'est un sous-traitant, mais il faut le rappeler là aussi à ses obligations. Il doit avoir son numéro de déclaration d'activité. Alors, question intéressante, peut-on sous-traiter toutes les formations? Doit-on, ou y a-t-il un quota respecté? J'ai déjà vu des BPF, donc des bilans pédagogiques et financiers, où l'organisme de formation annonçait 0 formateur interne, effectivement, et uniquement des formateurs externes. Cela arrive. A priori, la directe ne va pas, si vous voulez, la directe, elle ne va pas regarder l'opportunité du recours à la sous-traitance. Ce qu'elle va regarder quand elle examine un BPF, c'est est-ce que la sous-traitance que vous avez déclarée, en termes de capacité, est cohérente avec le nombre d'heures formées. La directe, elle va être plutôt dans un contrôle de cohérence des informations que vous donnez. Elle ne portera pas de jugement sur le fait que vous avez 100% de vos formateurs qui sont sous-traitants. 17, voyons voir. Que puis-je prendre d'autres comme questions? Vous avez beaucoup de questions. Alors, est-ce que les vacataires, sont considérés comme des formateurs occasionnels? Alors, premier point, le vacataire est un statut. Les mots sont importants. Les vacataires sont un statut qui, jusqu'à l'année dernière, concernait les CCI, enfin les CCI, le champ des réseaux, les réseaux consulaires, et puis les universités. Les réseaux consulaires ont subi une réforme l'année dernière. Ils ne peuvent plus avoir recours au statut de vacataire. Il ne reste donc plus que les universités qui peuvent recourir aux vacataires. Donc, le vacataire est un statut de droit public et je ne suis pas certaine qu'effectivement, il ait accès au statut de formateur occasionnel. J'entends bien le statut de formateur occasionnel.
comme étant celui qui permet le paiement des cotisations sociales dans le cadre de forfaits. Sinon, le mot formateur occasionnel ne recouvre pas de réalité juridique. Qu'est-ce que... Alors, j'ai une question sur BPF, effectivement, dans le BPF, sur la partie pédagogique, les cadres F1, F3, F4, vous allez mettre toutes les formations que vous avez dispensées, même celles qui ont été dispensées par vos sous-traitants. Dans le F1, on va vous demander d'extraire les heures et le nombre d'apprentis, enfin le nombre d'apprentis ou de stagiaires formés par les sous-traitants auxquels vous avez eu recours. Il va falloir faire des prorata. Par exemple, vous avez une formation de 35 heures, il y a eu 21 heures qui ont été assumées par du personnel interne, 14 heures par un sous-traitant, les 35 heures vont être en F1, F3, F4. En revanche, sur F2, dans mon exemple, il n'y a que 14 heures. Et vous allez bien, quelque part, c'est isolé F2, hein, donc vous allez isoler le même nombre de stagiaires en revanche, parce que pendant 14 heures, il a bien formé le même nombre que sur 35. Principe. Sauf si vous avez eu des malades, des absents. J'essaie d'en prendre une autre. Alors, plutôt que de répondre au cas par cas, nous avons une session de formation de 2 jours qui englobe toutes les modalités de recours aux formateurs. Donc, la prochaine session a lieu le 15 et le 16 octobre. N'hésitez pas à vous inscrire pour aller plus loin sur la question du statut du formateur, au-delà même de la simple question de la sous-traitance. Et de la même manière, sur le site de Centre Info, vous pouvez télécharger l'édition 2020 du guide BPF 2020. J'essaie de répondre à la dernière question. Le sous-traitant doit-il être certifié Calliope? Non. Alors, le sous-traitant n'a pas à être certifié Calliope. En revanche, l'organisme de formation qui fait appel à lui doit s'assurer contractuellement, excusez-moi, qu'il respecte les 7 critères. Comme précédemment, en fait, ça, ce n'est pas différent. Il faut donc que vous insériez dans vos contrats de prestation de service ou contrats de sous-traitance, peu importe comment vous les appelez, une clause où vous précisez bien au sous-traitant qu'il doit respecter les 7 critères de Calliope sans être lui-même certifié, puisque je vous rappelle que la certification Calliope, c'est quand on touche des financements publics ou privés. Là, le sous-traitant, il touche de l'argent de vous, ni public ni privé. Et donc, vous devez peut-être dans cette clause prévoir, par exemple, que vous pourrez faire un audit. Voilà, vous contractualisez le fait que vous pourrez auditer votre sous-traitant et lui demander un certain nombre de pièces qui permettent de dire qu'il respecte les 7 critères. Mais le sous-traitant n'a pas en lui-même à être Calliope. Quelqu'un me pose la question, je termine là-dessus, parce que qui doit fournir la mallette pédagogique, l'OF, le sous-traitant? Attention, effectivement, les maillettes pédagogiques, c'est bien parce que ça permet de rendre une image uniforme de nos formateurs, même quand ce sont nos sous-traitants, on leur demande effectivement de nous représenter en tant qu'OF. Donc, on leur dit souvent, vous utilisez notre diaporama, vous utilisez nos logos. Donc, si c'est ce que vous entendez par mallette, en revanche, l'idéal, c'est que ce soit le sous-traitant amène son vidéoprojecteur, bon, bien sûr, parce que vous intervenez dans des salles déjà installées, mais son ordinateur, pour qu'il n'y ait pas indice de requalification. Donc, dès que vous le pouvez, laissez le sous-traitant avoir la main, dès que vous le pouvez. Donc, la mallette, oui, mais uniquement en termes d'image, pas en termes de matériel. Est-ce qu'un sous-traitant peut lui-même faire appel à la sous-traitance? Si vous pensez que ça peut vous être préjudiciable, votre contrat de sous-traitance pourrait inclure une petite clause d'agrément. C'est-à-dire préciser que si le sous-traitant sous-traite lui-même, il faudra d'abord que vous ayez agréé le sous-traitant. Ça peut être un moyen de vous protéger et d'éviter que effectivement le recours à un deuxième niveau de sous-traitance ne vous soit préjudiciable.
Alors, effectivement, très bien. J'ai une belle question là. Évitez dans les contrats de sous-traitance de nommer la personne que vous souhaitez voir intervenir. Vous sous-traitez avec l'organisme de formation Centre Info, mais vous voulez Valérie Michelet et vous mettez dans le contrat que c'est Valérie Michelet. Vous ne pouvez pas. Ça, c'est un indice de mise à disposition illicite puisque Centre Info n'est pas une société de travail temporaire. Donc, on ne peut pas effectivement contractualiser la personne. Vous contractualisez un juriste si vous voulez un juriste, bien évidemment. Mais c'est un indice, effectivement, un indice, seulement un indice. La sous-traitance, ce n'est pas de la mise à disposition d'une personne. Contrairement au portage salarial, où il y a bien le nom de la personne portée. Je pense que j'ai fait le tour. Est-ce qu'on a des questions autres que la qualité? Il y a quand même pas mal de questions sur la qualité. Donc oui, vous pouvez sous-traiter toute votre formation. Le problème, ce n'est pas le recours ou la sous-traitance, je le répète, c'est la cohérence de la capacité en nombre d'heures et en personnes formées et les formateurs que vous avez utilisés. Mais vous pouvez avoir 100% de sous-traitants. C'est pas problématique. Bon, je pense que j'ai fait à peu près le tour de vos questions et en tous les cas, nous avons largement dépassé, et je m'en excuse, le délai qui nous était imparti. Je vous remercie encore de votre fidélité. Je vous souhaite de belles vacances et on se retrouve pour d'autres webinaires Centre Info à la rentrée 2020. Au revoir à tous.